Avant de commencer, j'aimerais vous parler de ma chaîne Twitch Vongola TV. En effet, j'ai décidé de reprendre régulièrement les streams et je stream assez souvent ces derniers temps, quasi tous les soirs pour vous dire. Allant du jeu vidéo à des lives discussions et j'ai besoin de votre soutien pour aider au démarrage de la chaîne Twitch. En effet, grâce à vous, je pourrai bientôt accéder au programme affilié de Twitch, mais ce n'est que le début de l'aventure. N'hésitez pas à aller nous follow dessus, vous avez un lien en description, le follow est gratuit et ça vous permet d'avoir les notifications quand je lance un stream. Et je vous laisse avec la vidéo. Après m'être exercé pour la première fois à la réaction live, et promis j'améliorerai le visuel pour la prochaine fois, on se retrouve comme promis pour la review du chapitre 975, un chapitre dans la continuité du précédent, sans apporter de grosses révélations au lecteur. Par contre, la hype est présente et nous avançons à grands pas pour la guerre, avec la réunion de presque tous les fourreaux rouges. C'est peut-être pour très prochainement qu'on aura l'arrivée de Nekomamushi qui viendra compléter, avec Izo, selon moi les fourreaux rouges, et les 9 ombres pour la finalité face à Orochi. On se retrouve pour la review théorie du chapitre 975, et avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à laisser le gomu pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. C'est très important et ça récompense le travail que je fournis. Alors pour ce chapitre, sans vous mentir, il n'y a pas énormément de choses à dire. Ce dernier se nomme le plan de Kinemon. Un plan fortuit qui a pu décevoir pas mal de fans qui ont oublié que nous sommes dans un manga, qui a une base de comédie et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à une situation pareille. J'y reviendrai dessus en fin de vidéo, bien évidemment. La page de couverture, quant à elle, met en avant le sauvetage de Lola. Et oui, il ne s'agissait pas de la matrone de la BJ Family qui a été sauvée par Gotti, mais bien notre Lola nationale qui cherche un mari et prend les devants avec un Gotti qui ne comprend pas pourquoi la femme de son boss lui fait la cour. Et oui, comment lui dire que c'est seulement sa sœur jumelle? Ne t'inquiète pas Gotti, tu es toujours fidèle à ton boss. Nous avions pu théoriser sur Discord, en live et même dans les commentaires des vidéos de la situation de Shinobu. La réponse était la plus simple, Kanjuro s'est occupé de bloquer ses mouvements, sûrement avec des dessins de serpents. Alors qu'il tient Momonosuke en otage, il est surpris de voir Luffy et Law être présents et ne comprend pas comment, malgré les informations qu'il a remontées à Orochi, la situation lui paraît désespérante pour son camp. Bien évidemment, j'ai envie de lui dire bien fait. À quel moment as-tu cru que tu étais le seul à avoir des atouts sous la manche? Alors que la situation devient désespérante pour le camp d'Orochi, ici près du port Tokage, nous pouvons témoigner des chara-design des Mugiwara pour le raid de Nigashima. Franky considère les ennemis d'imbéciles pour avoir essayé d'exploser le Sunny avec de simples bombes. Et je vous avoue que je me posais cette question existentielle. Si le navire venait vraiment à subir de lourds dégâts, comment pourrait-il le réparer? Si je me souviens bien, à Water 7, Franky a avoué avoir dépensé les 300 millions de berries des Mugiwara pour acheter le dernier bois d'Adam, alors qu'il n'en restait plus. De plus, jusqu'à aujourd'hui, ce fameux bois d'Adam n'a jamais été mis en avant, et le Sunny paraissait réellement pour un navire comme un autre jusqu'à aujourd'hui, puisque ce bois d'Adam a permis au bateau de limiter les dégâts du Sunny aux voiles. Lorsqu'il parlait de réparation dans le chapitre précédent, seulement les voiles avaient été touchées, qui elles sont bien évidemment pas en bois d'Adam. Si beaucoup voient ici une facilité scénaristique, je suis de l'avis totalement opposé, puisque pour moi c'est pour cette raison que le bois d'Adam a été mis en avant pour ce genre de situation, et Oda a été tellement malin qu'il ne l'a plus souligné depuis la fin de l'arc Enies Lobby, permettant au lecteur de totalement oublier ce détail et du coup d'être surpris par la solidité du Thousand Sunny. Kanjiro, dépassé par la situation, apprend que le plan d'Orochi, qui est d'exploser le navire, n'a eu aucun effet, car il ne savait pas que le bateau des Mugiwara était aussi résistant. Après, il est vrai que le travail des gifters était fini à la pisse, puisqu'ils n'ont même pas pris la peine de vérifier si le bateau Lion, comme ils le nomment, avait bel et bien été détruit. Et si c'est de ça que les fans mettent en avant lorsqu'ils parlent de facilité scénaristique, je ne peux qu'acquiescer. Les Mugiwara n'étaient pas plus au courant que les fourreaux rouges pour l'absence des samouraïs devant être présents au port Tokage, annihilant l'idée qu'un Law savait qu'il y avait un traître et qu'il a déplacé le rendez-vous. En effet, nous avons la réponse dans ce chapitre de la position de l'armée des alliés, donc je développerai cela au moment venu. Chaque membre de l'équipage qui a établi un lien avec une faction avant le raid s'inquiète de leur absence, tandis que nous pouvons remarquer que les mousquetaires d'Inuarashi ainsi que Carrot et Zeus sont sur le Sunny avec les Mugiwara entièrement réunis. En fait c'est faux, tous les Mugiwara ne sont pas là car il manque Jinbei et son absence devient de plus en plus inquiétante. Je me demande comment il peut avoir autant de retard par rapport à Big Mom et j'espère qu'on le verra très prochainement. Mais quand j'ai dit entièrement réunis, c'est parce que ces Mugiwara ici présents n'ont plus été tous ensemble depuis Dressrosa, quand ils ont dû se séparer et que le groupe de Sanji était obligé de fuir à cause de Doflamingo, ou l'arrivée à Zo du groupe de Luffy mais l'absence de Sanji à leur arrivée, etc. Tous sont extrêmement stylés avec leur nouveau style vestimentaire, même si Zoro lui a ressorti ses anciens vêtements sans aucune prise de tête. On peut par contre remarquer Enma accompagner ses deux autres katanas et je pense que Zoro a réussi à l'apprivoiser puisqu'il a l'air très à l'aise avec ses 3 épées précises. Même Zeus a droit à un casque et on peut voir qu'une sorte d'amitié a l'air de naître entre Brook et Zeus, ce qui est assez marrant. En tout cas, Zeus a l'air collé à Brook. Kinemon répond aux inquiétudes des Mugiwara avec des excuses sincères. En effet, à cause de Kanjuro, leur stratégie aurait été éventée et du coup ils ne savent pas ce qu'il est advenu de leurs alliés. Les gifters interviennent dans la conversation
en disant qu'eux non plus ne savent pas ce qui a pu leur arriver, étant donné que les ordres d'Orochi étaient juste de bombarder le bateau Lion et les ports amenant des différentes régions à Udon. Les fourreaux rouges apprennent donc l'absence de ces 4200 samouraïs prêts à se battre à leur côté. Ouf, ils n'ont pas été trahis. À la suite de la conversation, Kid et Law apprennent la présence de Big Mom sur les territoires de Wano Kuni, ainsi que son alliance avec Kaido. Beaucoup ont souligné que Kid a vu Big Mom en prison à Udon, et s'il est vrai qu'ils étaient au même endroit au même moment, Kid avait l'air détruit psychologiquement et était noyé tête vers le bas. Donc difficile pour lui de faire attention à son entourage. Surtout que si nous réfléchissons, c'est l'annonce de l'alliance qui les surprend et aucun des supernovas ne pouvait s'attendre à ce qu'ils s'allient. Ces cases permettent à Oda de mettre en avant que Kid et Law ont pu récupérer leur équipage en plus de leur navire. Mais pour Kid, on ne voit pas Killer à ses côtés. Est-il possible que ce dernier ne soit pas de la partie à cause du Smile? Personnellement, je pense que Killer sera malgré tout présent. Qu'en pensez-vous de votre côté? N'hésitez pas à y répondre en commentaire. Alors que les Gifters se sentent pousser des ailes oubliant qui ils ont devant eux, les capitaines des trois équipages des alliés se disputent pour savoir qui va s'occuper de détruire les navires extrêmement énormes de Kaido. Un comportement nous renvoyant bien évidemment à Shabondi lorsque ces derniers étaient 2 ans auparavant face à des marines. Alors qu'ils ont chacun les moyens de se déplacer jusqu'au navire, Luffy en l'étendant dans ses bras, là où en switchant avec un objet, Kid lui peut s'attirer vers les armes des ennemis, montrant que cela lui permet d'avoir des capacités mobiles. De plus, on peut voir qu'il a une forme évolutive, un peu comme un gear pour Luffy, qu'il appelle Punk Rotten. On voit qu'il se met une sorte d'armure à partir des armes se trouvant autour de lui, et on peut sentir que le Kid que nous avons devant nous n'est bien évidemment pas le Kid pré-ellipse, et qu'il sera un énorme atout durant cette guerre. Trop sous-estimé à cause de sa défaite cuisante face à Kaido, je tiens à vous rappeler qu'il s'est retrouvé trahi par Apu et Hawkins, logique qu'il n'avait aucune chance en se retrouvant seul face au monstre et à 2 supernovas. De plus, Luffy lui aussi a perdu en un seul coup face à Kaido. Et bien évidemment, le navire, peu importe de sa taille, n'a eu aucune chance face aux 3 monstres, un monster trio bien intéressant pour cet arc et qui continue à se disputer comme si de rien n'était, prenant la situation avec légèreté. Et ainsi arrive Kyoshiro sur un navire avec ses 200 hommes. La famille entière des Yakuza est là, et alors que sa simple arrivée permet de donner espoir aux Gifters de retourner la situation, prouvant la force de ce dit Kyoshiro, il est en réalité venu révéler sa réelle identité au fourreau rouge et rejoindre le camp allié pour le raid. C'est le moment qu'il a attendu durant plus de 20 ans, à se faire passer pour un ennemi, et il coupe avec une aisance incroyable en deux le galion près de lui, montrant qu'il est très fort, suffisamment fort pour que Zoro le reconnaisse et pense à quelque chose, mais on n'aura pas le fil de sa pensée. Alors que les fourreaux rouges ne comprennent pas son comportement et que Kyoshiro s'adresse directement à eux, Ashura Doji se met en garde et se prépare une possible confrontation. Mais Kyoshiro annonce que les Yakuza rejoindront les fourreaux rouges pour le raid à Onigashima. Les Yakuza étant eux-mêmes surpris, mais les Yakuza suivent leur boss et pas le shogun, donc on pourra les compter comme des alliés. Les fourreaux rouges ne comprennent pas étant donné qu'ils ne l'ont pas reconnu. Kyoshiro retire alors sa perruque et raconte que sa dette envers les Kozuki est immense. Seul Kin pourra s'en rappeler, il y a 40 ans est survenu l'incident du dieu de la montagne. Tout le monde a cru que c'était Oden, mais en réalité c'était toi, Kin, jeune et ambitieux qui avait provoqué cet incident. Et grâce à cela, Kinemon reconnaît Denjiro malgré le changement physique. En effet, seul Denjiro était présent ce jour-là, et cette histoire n'a pas été partagée par la suite. C'était très malin de la part de Denjiro de se révéler ainsi, car cela permet de supprimer tous les doutes qu'auraient pu avoir les fourreaux rouges par la suite. Et ils ont besoin d'une unité parfaite pour avoir la chance de tomber Kaido et Orochi. Sous le choc général de tous les fourreaux rouges, Denjiro raconte qu'il aurait aimé se révéler plus tôt, mais que s'il l'avait fait, le traître l'aurait dit à Orochi et Denjiro aurait été alors liquidé. Et grâce à cette confiance, et comme dit dans ma théorie sur le plan de Kyoshiro, il a pu obtenir la garde de la capitale et libérer les 1000 hommes emprisonnés et apporter 1200 hommes au Kozuki pour la bataille finale. Les informations partagées par Kinemon étaient fausses par rapport au lieu de rendez-vous. En effet, lorsque Yasuie ajouta des traits, il ne s'agissait pas de pattes pour transformer le serpent en lézard et donc indiquer le port Tokage, Tokage étant lézard en japonais. Non, Yasuie a en réalité effacé des lettres du précédent rendez-vous, le port de Habu. En effet, Habu Minato devenait alors Hato, un autre lieu et le véritable lieu de rendez-vous. Alors que Denjiro pense que c'était un plan prévu par Kinemon pour révéler l'identité du traître, cela aurait été cohérent et super intéressant, il ne s'agissait que d'une erreur de Kinemon qui, lui, a sauvé le plan des Kozuki et leur espoir de faire le raid. Car cette erreur a permis à Kinemon de révéler le traître et de protéger tous les samouraïs et les navires, qui n'ont pas été déposés par les fourreaux rouges. Comme expliqué dans diverses vidéos de la chaîne, Franky voulait faire plus de navires que nécessaire. Il était donc logique de penser que des navires étaient encore en bon état et protégés quelque part. Kanjuro, qui a suivi les directives de Kinemon, a donc donné les mauvaises indications à Orochi, poussant Orochi à agir et à donc se tromper, puisqu'il n'a pas empêché le regroupement de tous les samouraïs.
et cela prouve que la mort de Yasuie n'était pas vaine. Les 4200 seront donc bien présents et sont même en réalité juste ici derrière Denjiro et les 1000 samouraïs de la capitale, portant le chiffre avec les 200 yakuza de la famille de Kyoshiro à 5400. Hyogoro, les yakuza, les prisonniers de Udon, tous sont là alors que Denjiro motive les troupes en annonçant que le raid sera bien présent. Et alors que Luffy n'a rien compris et que Denjiro croit que Kinemon est mastermind, le plan de Kanjuro tombe entièrement à l'eau et Kinemon répond par un simple oui et est surpris d'apprendre qu'il fallait lire Hato et pas Tokage. Et beaucoup sont déçus que c'est la chance qui les sauve, mais c'est One Piece. Et permettez-moi de vous rappeler que nous avons deux personnages qui ont fait tous leurs exploits basés sur ça. Je parle bien évidemment de Buggy et Usopp. Les incompréhensions poussant tout le monde à les mettre sur un piédestal, c'est ce qui est arrivé à Kinemon et ça ne change en rien la finalité. Mais ça ajoute une touche d'humour et ça faisait longtemps que je n'avais pas rigolé autant devant un chapitre de One Piece. Le live réaction le prouvant. C'était un très bon chapitre qui s'est hélas lu très rapidement et hélas la semaine prochaine nous n'aurons pas de chapitre One Piece étant en pause. Mais j'aimerais bien avoir l'arrivée très prochainement de Nekomamushi, Izo et Jinbei et je pense que c'est ce que nous aurons dans les prochains chapitres. Leur arrivée à Onigashima sera complète. Pour pouvoir accéder au port d'Onigashima, comme expliqué dans une ancienne vidéo selon moi, il y a deux possibilités permettant au navire de monter. La première est à Sanji avec son red suit invisible, monte grâce à son skywalk et active le levier. Cela serait assez cohérent par rapport au personnage qu'est Sanji, le véritable stratège des Mugiwara. De plus, il s'agit de comportements qu'on a déjà pu voir notamment à Enies Lobby ou à Alabasta de la part de Sanji. La deuxième a comme condition l'arrivée de Jinbei, qui pourra tout simplement élever le niveau de l'eau grâce à son Kyojin Karaté. Nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. De plus, n'hésite surtout pas à me rejoindre sur Twitch, Discord et Twitter. Tu trouveras des liens en description. Pour les lives Twitch, je vais bientôt vous proposer un planning dans l'onglet communauté YouTube et sur Twitter et Discord afin que vous sachiez quand je suis en live. C'était Yams, El Psy, Kongeru.